Qui n'a pas déjà été témoin d'une situation d'intimidation, d'abus ou encore de violence en contexte sportif? Que ça vienne des parents, des jeunes ou encore des entraîneurs, les comportements irrespectueux sont devenus une préoccupation croissante dans les arénas, les terrains de jeu et également les gymnases. Bienvenue à un nouvel épisode de Nos premiers podiums, le balado de la 55e finale des Jeux du Québec qui aura lieu à Laval en juillet 2022. D'ailleurs, avant de mettre la table sur le thème d'aujourd'hui, je vous donne un avant-goût de notre segment Saviez-vous que? Notre intervenant sera nul autre que Richard Schofield, qui est président et chef de la direction pour le groupe Saint-Hubert, qui est partenaire majeur de la finale Laval 2022. Maintenant, selon l'INSPQ, 10 à 15 des jeunes seraient victimes d'intimidation en contexte sportif. Ça, c'est comme de dire que dans chaque équipe sportive, si on regarde autour de soi, il y aurait au moins un jeune qui en serait victime. Pour avoir une meilleure compréhension de la situation, mais aussi pour être sensibilisé sur l'intimidation en contexte sportif, voici mes invités. Le premier a passé plus de 20 ans comme professionnel en communication et en affaires publiques. Il a entre autres travaillé avec les Nordiques de Québec pendant 4 saisons, papa de 4 saisons plutôt, ouais, papa de 3 jeunes athlètes. Il est impliqué dans le sport amateur depuis de nombreuses années. C'est peut-être un visage qui vous est familier parce qu'il est directeur général chez Sportaid, un organisme dont on entend de plus en plus parler. Et sa mission, entre autres, est d'offrir des services d'accompagnement également d'écoute, mais aussi d'orientation chez les jeunes sportifs, mais aussi pour tous les acteurs qui sont impliqués dans le milieu du sport qui pourraient être témoins de violences à l'égard des jeunes. Sylvain Croteau, bienvenue à nos premiers podiums. Bonjour Émilie, ça va bien? Oui, ça va bien. Notre deuxième invité, c'est un ancien athlète d'élite en karaté qui a remporté plusieurs championnats du monde. Il est maintenant entraîneur de sa discipline en plus d'être enseignant en éducation physique au Cégep Garneau. Il travaille aussi chez Sportaid où il occupe le poste de chargé de projet et c'est un rôle à travers lequel il a eu la chance de mettre en place différents programmes permettant entre autres de prévenir et de contrer l'intimidation en contexte sportif. Et actuellement, il est à compléter une maîtrise qui porte sur la prévention de l'intimidation en milieu éducatif. Alexandre Barry, merci de te joindre à nous. Merci. Sylvain, si tu me permets, je vais débuter avec Alexandre pour qu'on vienne à définir d'abord ce que c'est l'intimidation et aussi de préciser de quoi il est question quand on parle de contexte sportif. Oui, en fait, c'est sûr que l'intimidation, dans le fond, il faut faire attention un petit peu avec ce mot-là parce que ça a été un petit peu galvaudé. Il y a différentes problématiques, là, notamment le fait que il y a des personnes qui vont l'utiliser à toutes les sauces. Ils vont dire à chaque fois qu'ils vont vivre une petite affaire, ils vont dire je suis victime d'intimidation. Mais ce qu'on voit par la recherche, c'est qu'il y a une définition précise. L'intimidation, c'est des agressions répétitives. Fait que premièrement, il faut que ça soit là, vraiment répété, on dirait à peu près 2 à 3 fois par mois. On a aussi une situation de pouvoir entre la victime et l'agresseur. Fait que l'agresseur qui a un certain standing, qui va utiliser son pouvoir pour faire des gestes d'agression, puis qui implique une espèce de dynamique autour de toute la situation, puis finalement qui va laisser de la détresse chez la victime qui ne sait pas comment se défendre. Fait que ça, c'est notre définition au total de l'intimidation. Puis un peu l'important de définir c'est quoi l'intimidation, c'est que si on n'a pas de définition explicite, là, on va avoir tout le monde qui va venir nous dire moi, je suis victime d'intimidation, moi, je suis victime d'intimidation. Sauf que là, on ne sera pas capable de discerner justement sur quelle situation faut intervenir, faut avoir des gestes, des fois, là, mettre en place des programmes, puis pour essayer de contrer la dynamique. Fait qu'il y a vraiment là, ce côté-là qui est important dans l'intimidation, c'est-à-dire que il va y avoir une certaine dynamique de groupe qui va être mise en place, qui va faire que les gestes vont être répétés, puis qui va avoir justement des conséquences chez la victime. Et maintenant, quand on parle de contexte sportif, parce que c'est un peu le thème d'aujourd'hui, vraiment on le précise en contexte sportif, il est question de quoi exactement? C'est sûr que le contexte sportif, dans le fond, en fait, c'est vraiment l'ensemble des sports, puis c'est que le contexte sportif fait pas exception aux autres contextes, parce que on pourrait le définir là en opposition, par exemple, au contexte scolaire, on pourrait le définir aussi en opposition en contexte, par exemple, de loisirs, mais tu sais, dans le fond, l'intimidation, il y en a partout, là.
Puis ce qu'on voit par la recherche, puis d'ailleurs que ça a tardé un petit peu la recherche en contexte sportif, mais ce qu'on voit par la recherche, c'est que le contexte sportif aussi, il fait pas exception. Donc, on parle de compétition sportive, on parle de l'entraînement, on parle de toute autre Exactement. situation où est-ce qu'on est entouré par contre de ses coéquipiers ou encore là, d'une équipe sportive. Oui, c'est exactement ça. Puis même que vous avez dit un mot qui est important, c'est que des fois, il y a certaines personnes qui vont croire, l'intimidation, c'est juste en contexte d'équipe, au hockey, au basket ou dans des sports d'équipe. Mais non, c'est dans n'importe quel contexte où qu'on va avoir, où qu'on va pratiquer le sport. Fait que même moi, comme moi, le karaté, c'était un sport individuel, mais il y avait quand même des dynamiques d'intimidation qui pouvaient se développer là, parce que c'est un sport qu'on pratique, même s'il est individuel, qu'on pratique en équipe de toute façon. Sylvain, Sportaid a été créé en 2014 avec entre autres Guylaine Dumont. Qu'est-ce que tu observes depuis sa création? Est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce que les acteurs sont plus soucieux de l'intimidation en milieu sportif? Bien, ce qu'on voit, c'est que les gens, puis c'est une chance qu'on a ici au Québec, vraiment la communauté dans son ensemble est mobilisée. Ça, bien, ça part du gouvernement du Québec qui a lancé un message clair en juin 2019, les gens s'en souviendront peut-être, alors qu'à l'unanimité, là, tous les partis avaient annoncé, confirmé que la protection de la sécurité de nos sportifs, c'était un enjeu incontournable. Et ça, ben, partant de ça, c'est l'ensemble de la communauté qui est mobilisée. Et ce qu'on observe, nous, depuis nos débuts, c'est que les gens sont à l'affût. Les gens veulent faire partie de la solution, veulent s'impliquer, veulent jouer un rôle. Les gens ne veulent plus tourner la tête. On veut pas nécessairement faire des références à des événements qui sont arrivés, qui ont marqué notre histoire ici au Québec en ce qui concerne la violence en contexte sportif, mais forcément que ce qu'ont vécu, par exemple, nos jeunes skieuses, ben ça a marqué l'imaginaire et ça a comme créé un point tournant aussi pour l'ensemble de la communauté de dire, écoutez, là, on a tous une responsabilité à prendre dans la protection de la sécurité et de l'intégrité de nos sportifs et de nos sportives. C'est important de s'y mettre et tout le monde, donc, veut faire partie de la solution. Puis ça, ben, c'est ce qui est vraiment le plus réconfortant, de guillemets, pour nous, parce que c'est une responsabilité qui pourrait être lourde pour peu importe l'organisme, de savoir que tu dois porter ça seul, et de savoir que tout le monde sur le terrain veut faire sa part, que ce soit les municipalités, les administrateurs de clubs, les organisations, les fédérations, les partenaires, le gouvernement l'a déjà nommé, tout le monde veut faire partie de la solution, puis ça, ben, c'est vraiment, c'est très motivant. Alexandre, il existe différents types d'intimidation. Puis ça aussi, je pense que c'est important de les démystifier pour être capable. Ben, quand on comprend mieux les types d'intimidation, on peut peut-être mieux les identifier aussi quand elles arrivent. Oui, exactement. En fait, il y a d'intimidation qu'on peut qualifier de verbale, hein. Et dans le fond, des insultes, donner des noms aussi à des personnes, essayer de dénigrer une personne. Il y a aussi de l'intimidation qui serait sociale. Fait que l'intimidation sociale, elle, un petit peu, ce serait d'essayer d'exclure la personne, hein. Fait qu'on part des rumeurs, on parle dans le dos de l'autre personne. On aurait de l'intimidation qui est physique, qui, elle, est assez directe. Tu sais, c'est des frappes, c'est bousculé, ça serait aussi, par exemple, ça c'est un classique tu sais, dans la croyance populaire, mais ça serait, par exemple, d'enfermer quelqu'un dans un casier. Tu sais, tout ça, c'est des plus physiques, un petit peu plus graves aussi. Puis après ça, il y aurait aussi l'intimidation qui est matérielle. On a déjà vu, par exemple, nous, chez Sportaid, des jeunes que ils se faisaient prendre leurs lunettes de natation puis ils se les faisaient mettre dans la toilette ou des trucs de même. Fait que mais dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, un petit peu, c'est des manières, hein. C'est des manières de faire de l'intimidation. C'est comme un peu, ça reste la même dynamique d'une personne qui exerce un pouvoir, qui va faire des agressions envers quelqu'un, mais qui va utiliser certains types, que ce soit verbal, social, les lunettes dans la toilette, ou même récemment, ce qu'on a vu, c'est la cyber-intimidation qui va être un autre type de violence, un autre type d'intimidation qui, là, va être une autre façon pour l'intimidateur d'agresser un peu sa victime. Là. Justement, Sylvain, est-ce que cette cyber-intimidation-là, qui est un nouveau fléau, j'en conviens, est-ce que c'est celle qui est la plus répandue à l'heure actuelle? Parce que l'intimidation, ça peut tellement être subtil. Ben, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est la plus répandue, puis j'ajouterais aussi que ce n'est pas
propre uniquement au contexte sportif. Je pense que l'intimidation que l'on observe le plus souvent, et Alexandre y a fait allusion, c'est l'intimidation verbale. L'intimidation, je dirais aussi psychologique, c'est d'isoler quelqu'un, de l'exclure, de laisser courir des rumeurs sur quelqu'un. Puis évidemment que oui, la cyberintimidation, dans le sport comme dans les autres sphères de la société, ben, c'est devenu un fléau, comme tu l'as dit. Oui, on le sent, on le voit, et ça prend différentes formes. Hein. Cyberintimidation, c'est pas seulement quelqu'un qui envoie ou qui profère des commentaires à l'égard de quelqu'un sur Facebook. C'est tout ce qui demande l'utilisation des médias sociaux, des appareils électroniques. C'est quelqu'un qui peut envoyer des textos, des sextos. C'est des groupes de discussion. On a déjà vu ça, nous. Un groupe de discussion qui s'était créé entre certains parents dans une équipe pour parler contre de jeunes joueurs ou de jeunes joueuses dans une équipe. Alors, ça, c'est les différentes manifestations donc de cyber-intimidation. Mais est-ce que c'est ce qui est le plus important dans le contexte sportif? Je dirais pas ça. Mais c'est quelque chose qui, oui, est présent chez nous dans le monde du sport comme ailleurs dans la société. On parle aussi beaucoup de facteurs de risque. Les facteurs de risque, mais aussi les facteurs de protection, parce qu'il y a des groupes de jeunes qui sont peut-être plus à risque d'en être victime ou d'en être l'auteur. Alexandre, quand on parle de facteurs de risque, on pense à quoi exactement? En fait, les facteurs de risque, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont découler justement de la définition de l'intimidation. Fait que si on prend par exemple au niveau individuel, qu'est-ce qui va faire en sorte que je suis plus à risque de vivre l'intimidation? Bien, c'est un peu les caractéristiques que j'ai qui vont faire en sorte que je suis pas placé en position de pouvoir par rapport aux autres. Fait que, est-ce que je suis une recrue? Est-ce que je fais partie d'un groupe minoritaire? Autant de la diversité sexuelle, de la diversité ethnique. Est-ce que je suis plus petit, plus chétif un petit peu moins bon aussi? Ça, c'est très caractéristique au sport, mais est-ce que je suis un petit peu moins bon dans mon équipe? Tout ça, c'est des caractéristiques personnelles qui vont faire en sorte que je suis pas placé en position de pouvoir pour me défendre. Ça se peut que je sois isolé du groupe, que le groupe, finalement, avec l'auteur, s'unisse contre moi, puis c'est là qu'on va voir s'installer cette espèce de dynamique malsaine-là. Fait que les facteurs de risque au niveau individuel, surtout pour les personnes qui sont victimes, c'est souvent par rapport à ça. Pour les auteurs, là, à ce moment-là, on n'a pas beaucoup d'informations sur ça. Mais on sait que d'un certain sens, non, c'est ça qui est un peu spécial. C'est peut-être aussi, comme je disais un petit peu au début, là, c'est que la recherche est assez nouvelle par rapport à l'intimidation en contexte sportif. Ce qui fait que des fois, ben, il y a des bouts qu'on ne connaît pas encore totalement, mais ce qu'on peut prédire, c'est que c'est probablement tout ce qui fait en sorte que ça met en position de pouvoir par rapport à la victime. Fait que, si j'ai un certain standing dans le groupe, je suis capitaine, mais que je suis on pourrait appeler aussi un leader négatif, ben ça peut faire en sorte que je peux abuser de mon pouvoir, puis là, me mettre dans une certaine position où je pourrais répéter des gestes d'intimidation. Fait que ça, c'est un petit peu plus pour l'auteur. Là, si on va un petit peu plus large au niveau relationnel, fait que dans une équipe ou dans un contexte, ce qu'on voit, c'est que quand les relations sont distantes, fait que quand les relations sont précaires, sont difficiles dans une équipe, il y a plus de chances qu'il y ait de l'intimidation. Puis ça, c'est y compris aussi avec l'entraîneur. Fait que si l'entraîneur il est un petit peu plus rough, il y a pas une relation qui est complètement positive avec ses athlètes, il y a plus de chances qu'il y ait de l'intimidation. Puis ce qu'on voit aussi dans les équipes, puis au niveau, disons, relationnel, c'est quand les adultes en position d'autorité interviennent pas quand il y a de l'intimidation. C'est sûr encore que les cas d'intimidation augmentent. Finalement, si on va encore plus large que ça au niveau des organisations, au niveau de la société, à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout au niveau des valeurs. Fait que si j'ai des valeurs, par exemple, qui sont axées sur le fait de discriminer, si j'ai des valeurs qui sont axées sur la violence, ben ça, c'est ce qui fait en sorte que je vais avoir plus de risques de vivre l'intimidation à l'intérieur de cette organisation-là. Puis, ben, les facteurs de protection, c'est l'inverse, c'est le penchant positif, disons, des facteurs de risque. Fait que là, ce qu'on voit, c'est qu'on fait un petit peu l'inverse. Au niveau individuel, il n'y en a pas beaucoup, mais encore une fois, un peu comme les auteurs, par exemple, on sait que si je suis placé dans une certaine position de pouvoir, si j'ai un certain standing dans le groupe,
ça me protège pas mal de vivre l'intimidation. Mais on sait aussi que si les relations à l'intérieur de l'équipe sont bonnes, ça me protège. Si les adultes interviennent, ça me protège. Et finalement, si les valeurs sont saines dans mon organisation, ça me protège aussi pour pas vivre l'intimidation. Sylvain, avant de rentrer dans les conséquences de l'intimidation, est-ce que le groupe des 12-17 ans, là, qui est notre groupe aux Jeux du Québec, est-ce que c'est une période charnière au niveau de la prévention, de la sensibilisation, mais aussi de l'éducation, puis aussi dans les chiffres qu'on sort, quand je te disais au début 10 à 15% des jeunes en sont victimes en contexte sportif, est-ce que c'est ce groupe d'âge-là qu'on surveille? Ben, c'est certain que nous, c'est notre préoccupation au quotidien parce que tu sais, c'est Sportaid, quand on a créé ça, c'était vraiment d'être présent aux côtés des jeunes sportifs, des jeunes sportives. Alors, c'est clair que cette clientèle-là nous préoccupe, d'autant que pour devancer aussi sur le propos, sur les questions de notre discussion, mais en termes de conséquences, même si Alexandre le dit, l'intimidation en contexte sportif, la recherche est relativement jeune. On sait que les conséquences de l'intimidation chez les jeunes, les 12-17 ans, quand on regarde d'une manière générale, la recherche, ce qu'elle nous dit, c'est que les conséquences sur des jeunes de cette fourchette d'âge qui subissent de l'intimidation, qui en ont subi, les conséquences vont les suivre jusqu'à 36-40 ans plus tard. Ça veut dire que moi, tu sais, j'en ai des enfants, là, tu l'as dit tout à l'heure dans l'introduction, ben moi, je m'imagine que s'ils vivaient de l'intimidation maintenant, à l'âge que j'ai maintenant aujourd'hui, ils auraient des conséquences. Et les conséquences, ben, c'est pas les moindres, là. C'est dépression, symptômes post-traumatiques, idées suicidaires. Dans le pire des cas, ça va jusqu'au suicide. Et d'une manière sportive, l'autre conséquence qui est la plus importante, c'est l'abandon. Et ça, nous, on l'entend, on le vit. Il y a des jeunes qui nous appellent parfois, puis victimes d'intimidation, ben, ils songent à quitter leur sport, puis certains décrochent. Et si je reviens aux conséquences précédentes liées à l'étude qui démontrait 36 ans plus tard, 36 à 40 ans plus tard, bien ça aussi, nous, on l'entend avec notre équipe d'intervenants. Il y a des gens qui nous appellent, qui sont dans la cinquantaine aujourd'hui, dans la soixantaine, et qui ont vécu des choses à l'adolescence ou alors qu'ils étaient jeunes adultes, et ces problèmes-là ne sont pas réglés pour eux, puis ils traînent encore des conséquences de ça. Alors, c'est vraiment hyper important d'en parler. Puis quand tu nous offres une tribune comme celle d'aujourd'hui pour le faire, c'est super important. C'est vraiment très important parce que c'est une façon d'éduquer, de sensibiliser. Quand tu me parles des 12-17 ans, ben c'est clair que d'aller à leur rencontre, puis de pouvoir leur parler de ces choses-là. Puis ça fait un lien aussi avec la première question que tu nous posais. Qu'est-ce qu'on remarque qui change ou qui a changé? C'est cette envie de savoir et d'être éduqué, de sensibiliser, pas que les gens ne voulaient pas avant, mais comme au début de tout ça, quand on a commencé Sportaid et qu'on a commencé à s'intéresser à ça ici au Québec, ben on n'était pas conscient de toutes ces conséquences et de tous ces impacts. Alors, il y a vraiment, là, sur le terrain, dans le milieu, une envie de savoir, puis une préoccupation de savoir, parce qu'on est maintenant de plus en plus conscient qu'il y a des conséquences qui sont liées à ce que vivent nos sportifs et nos sportives. Et c'est justement l'objectif de Sportaid, c'est d'éduquer les gens, de les outiller, de les sensibiliser pour justement arrêter de voir ces dommages-là qui sont malheureusement irréversibles quand on n'agit pas à temps. C'est sûr que c'est triste parce que souvent, on va se lever après avoir vécu quelque chose. Là, je pense qu'on a une belle plateforme et depuis quelques années, les tabous commencent à tomber. Tu as abordé un petit peu la santé mentale, la dépression, tout ça dans le milieu sportif. 2021 a été l'année de la santé mentale dans le sport professionnel parce qu'il y a tellement d'athlètes qui sont sortis pour en parler. Et je pense aussi que l'intimidation, elle est intimement liée à ça. Alexandre, concrètement, là, les programmes que vous avez mis en place à Sportaid, quels sont-ils? Parce que le tout dernier, c'est Coesia, dont vous avez fait le lancement là, avant les fêtes. Oui, exactement. En fait, tout a commencé chez Sportaid avec À l'action. Notre premier programme qu'on a fait, c'est justement sur l'intimidation. Une des parties, pourquoi on a fait ça aussi, c'est que la violence comme l'intimidation, qui est un petit peu plus, on pourrait caractériser comme de la violence, est des fois un petit peu plus soft, dans le sens que c'est pas la grosse violence physique ou la grosse violence sexuelle. C'est elle, par exemple, qui en a le plus. Fait que c'est la violence qui est répétée, puis que là, il laisse des traces par le fait qu'elle est répétée, mais dans le quotidien, on peut
presque caractériser ça de toute petite violence, là, une petite insulte, un petit commentaire, un regard fait de croche. Mais on le sait que c'est elle, par exemple, qui est la plus présente. Puis on sait aussi par la recherche que des fois, ce qui se passe, c'est que ça part avec l'intimidation, mais que là, après ça, ça découle pour devenir de la violence qui est plus grave, là, encore, là, plus intense, puis qui va laisser des fois encore plus de traces. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'essayer de s'attaquer en premier lieu avec l'intimidation, vraiment dans une idée aussi préventive. Fait qu'on a fait À l'Action, qui est un programme disponible sur Internet complètement gratuit, qui est destiné à l'ensemble des acteurs de la communauté sportive pour faire en sorte qu'on ait des acteurs, autant des parents, des administrateurs, des coachs, qui sont outillés pour faire face à ces problématiques-là, puis à les prévenir. Fait qu'on a des bandes dessinées, des capsules vidéo, des outils pour faire de l'écoute active, pour être capable de recevoir une confidence de quelqu'un qui vit de l'intimidation. On a même des outils vraiment en prévention qui sont axés sur le fait d'établir un climat sain dans l'organisation. Puis, ben ça, ce que ça nous a amené aussi à faire, ça nous a amené ensuite à faire Cohésia. Puis, Cohésia, ce qui est important de comprendre, c'est que de base, c'est pas un programme pour prévenir l'intimidation. Parce qu'une de nos réalisations aussi, c'était que malheureusement, quand on fait un programme axé sur l'intimidation, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas nécessairement qu'ils ont une problématique d'intimidation dans leur milieu. Ça fait en sorte qu'ils ne vont pas nécessairement aller chercher les outils. Et on s'entend, tu sais, c'est pas tous les milieux au complet qu'il y a de l'intimidation, mais ce qu'on voudrait faire, c'est de mettre en place des outils en prévention pour pas qu'il y ait ces problématiques-là. Là, Cohésia est venu dans cette idée-là. Fait que Cohésia, au final, il n'y a pas totalement un lien avec l'intimidation. Il est purement préventif, fondé sur la psychologie sportive, dans le but de créer un climat qui est sain. Et comme on a vu un peu par la recherche, ce genre de programme-là, ce qu'ils réussissent à faire, c'est de favoriser le bien-être des athlètes, mais en plus de favoriser les performances. Fait qu'on a un programme qui est complètement préventif, qui va s'assurer, en gros, de développer un esprit d'équipe, mais aussi de développer des structures de leadership qui sont positives. Puis là, ben, vous pouvez probablement voir le petit lien là, qu'on fait avec l'intimidation. Parce que si on s'assure que nos structures de leadership sont saines, à ce moment-là, on prévient un petit peu là, dans la dynamique de pouvoir qu'on voyait au début avec l'intimidation. On voit souvent que les intimidateurs, c'est des leaders qui sont un petit peu plus négatifs. Dans le programme Cohésion, on s'assure qu'ils vont exercer leur leadership de manière positive, puis qui va favoriser un petit peu le bien-être de manière générale et aussi les performances. Dans cette approche-là, Sylvain, vous parlez de nouvelle psychologie du sport qui s'appuie sur l'identité sociale. Je le lis parce que même pour moi, c'est assez nouveau, mais c'est quoi exactement? Ben, en fait, c'est d'arriver à déterminer ensemble avec le groupe, par exemple, nos objectifs d'équipe. D'identifier notre marque de commerce. On est qui, nous, comme équipe? Nous, chez nous, à l'interne, chez Sportaid, l'équipe, on l'a fait. Puis, parce que souvent, dans les présentations ou lorsque je rencontre des médias, je viens relativiser parce qu'il pourrait être facile pour les gens qui nous écoutent de nous taxer d'idéalisme. Mais moi, je fais toujours la mise en garde de dire, nous, on n'est pas ici pour transformer le monde du sport en un monde de calinours. Et puis les gens dans l'équipe, quand ils ont fait l'exercice d'identifier la marque de commerce de notre équipe chez Sportail, ils en sont venus à dire, ben, on est peut-être les calinours du sport, un peu à la blague, parce que ce qu'ils voyaient aussi, ce qu'ils disaient, c'est que les calinours, ben, c'est un personnage qui est joyeux, qui est dynamique, ils ont du plaisir. Puis chez nous, ben, à l'interne, c'est comme ça qu'on travaille. Mais c'était aussi de venir identifier ce leitmotiv-là qui, pour nous, est une trame de dire non, on ne veut pas transformer le monde du sport en monde de calinours, mais ce serait notre vision à nous dans un monde idéal d'en arriver à ça. Donc, l'identité sociale, donc, c'est d'arriver à déterminer nos objectifs d'équipe ensemble, d'arriver à déterminer notre identité de groupe. Puis, il m'en manque un troisième élément, non, mais essentiellement, c'est de faire ensemble ce processus, donc il ne repose pas sur un individu, sur un entraîneur seulement, mais c'est vraiment s'assurer que toute l'équipe, tout le groupe, soit partie prenante dans cette identification du groupe.
Alexandre, on n'a que très peu parlé de ton parcours, toi, comme athlète, mais je le disais d'entrée de jeu, tu as été sur la scène internationale pendant quelques années comme karatéka. Euh, Est-ce que tu en as été victime? Est-ce que tu en as été témoin? Est-ce que ça a été la raison pour laquelle tu t'es orienté, puis en fait que tu fais ta maîtrise sur ce sujet-là? En fait, ben, c'est sûr que j'en ai été témoin. Témoin, ça, puis je pense que tout le monde, comme tu disais un petit peu dans l'introduction, tout le monde a été témoin d'intimidation. Mais moi, personnellement, j'en ai pas vécu. Puis même que c'est plutôt l'inverse. Tu sais, le fait que j'ai eu, bon, ben, j'ai eu du succès, tu sais, à l'international, puis tout ça, ça a plutôt découlé du fait que dans mon équipe, justement, on avait ce sentiment-là d'appartenance, cette proximité-là, le plaisir de pratiquer ensemble. Puis on avait en gros ce qu'on pourrait qualifier d'un climat sain. Puis dans le fond, c'est un petit peu à l'inverse, tu sais, c'est de dire, moi j'ai tellement eu une belle expérience dans le contexte sportif que ça me faisait quelque chose des fois d'entendre, tu sais, qu'il y a d'autres personnes que eux, c'est pas de même qui voient ça. Il y en a qui sont rebutés, qui sont même presque dégoûtés du sport. Puis pour moi, je trouvais ça épouvantable, hein. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que je suis plus allé de ce côté-là. C'est vraiment dans un esprit de dire, je comprends pas pourquoi on n'a pas autant tu sais, que tout le monde n'a pas accès à un climat qui est vraiment positif dans le sport, qui va leur permettre de s'épanouir, de développer des habiletés sociales qui vont leur être utiles dans leur vie de tous les jours, hein. Fait que c'est vraiment ce côté-là, vraiment un petit peu plus préventif, puis qu'on voit probablement une petite teinte dans Cohésia là aussi. Sylvain, je pense que pour pouvoir porter ce message-là aussi, c'est bien d'avoir des porte-paroles et vous avez deux ambassadeurs, en fait, entre autres, Cindy Wallet et Anthony Auclair. Euh, un peu le background de ces deux personnes-là, puis pourquoi les avoir sélectionnées pour porter votre message, justement? Mmh. Ben, dans le cas de Cindy, qui était notre première porte-parole liée à l'action contre l'intimidation, il y avait 2 raisons. En fait, elle en a vécu, elle, de l'intimidation vraiment sous toutes ses formes. Mais c'était aussi de démontrer que, sans vouloir galvauder la résilience là, à tout prix, ça l'a forgée et elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'elle a décidé de devenir ce qu'elle est. Elle a vraiment relevé un paquet de défis, de challenges. Elle représente aussi, heu, l'équilibre, l'importance de l'équilibre. Tu sais, c'est quelqu'un qui mène encore aujourd'hui une carrière, sportive impressionnante. En Elle revient de parallèle Tokyo. Ouais, elle a été, ben, absolument, pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est une athlète paralympique en basketball, donc basketball en fauteuil roulant. Et elle a participé aux Jeux olympiques en ski paranordique, donc tout à fait, double olympienne. tout à fait. Puis là, elle continue sa préparation pour les Jeux d'été de 2024. Ce sera son chant du cygne. Mais en parallèle, elle poursuit ses études. C'est une maîtrise qu'elle est en train de compléter en biomécanique, là, si je Même ne me trompe ouais, pas. un Un doc, doctorat un même, c'est doc, encore ben plus haut. Mmh. tout à fait et donc c'est quelqu'un qui, aborde, un sujet qui est délicat, mais qui n'est pas dans la victimisation. Et là, je fais attention quand je dis ça parce que je voudrais pas que ça soit mal perçu, mal entendu, parce que c'est jamais drôle. Il y a personne qui trouve drôle ce que les victimes ont vécu, puis elles ont leur place, puis il faut entendre ce qu'elles ont vécu. Mais Cindy a une manière d'aborder et d'en parler qui donne espoir, qui encourage, qui motive. Et à toutes les fois que je l'ai nous l'avons accompagnée avec devant des groupes on a senti cette émotion-là qui passait à travers le groupe, comme quoi il y a de l'espoir que tout est possible. Pour ce qui est d'Anthony, ben lui aussi en a vécu de l'intimidation et lui, ce qui nous a charmé aussi dans son parcours, c'est toute la notion, puis il y a un lien là à faire aussi, je pense, avec Cohésia, puis notre approche en mode prévention, c'est toute l'importance du travail d'équipe, du leadership, d'un leader positif, de l'impact qu'on peut avoir comme individu dans un groupe, dans une société. Tu sais, Anthony là, encore récemment, il me disait qu'il y a des jeunes qui ont
communiqué directement avec lui parce que Anthony, l'automne dernier, a témoigné du fait que c'est important de demander de l'aide quand on a besoin d'aide. Puis, ben, il y a des jeunes qui l'ont contacté personnellement. Anthony, au plus fort de la COVID, au tout début de la COVID, a eu vent d'un jeune garçon en Mauricie qui vivait une période très difficile parce qu'il était privé de sa pratique sportive. Ben, Anthony, sans faire d'esbrouf, a réussi à obtenir les coordonnées du jeune homme, puis il l'a appelé pour lui parler, puis l'encourager. Donc, c'est ce qui, chez Anthony, nous a plu. Donc, cette image du leadership positif, de l'impact positif qu'on peut avoir dans un groupe, de l'engagement qu'on doit tous avoir dans la réussite collective. Donc, ça, c'est les principales raisons là, qui nous ont motivés là, à collaborer avec Cindy et Anthony. Les gars, en conclusion, je pense qu'on peut s'entendre pour dire qu'en 2022, on n'a plus du tout raison de fermer les yeux là-dessus. Hier, il y avait une entrevue intéressante de Jean-Luc Brassard à Tout le monde en parle qui disait, à une époque, on n'était pas informé de ce qui se passait. Donc, c'était difficile et c'est difficile pour moi de dire est-ce que j'aurais fait différemment. Maintenant, on a accès à l'information, on a ces organismes-là qui, comme vous, travaillent d'arrache-pied pour créer des programmes, pour accompagner les gens. Avez-vous espoir qu'on va y arriver? Puis encore une fois, j'aime l'image des calinours, mais êtes-vous optimiste à court et moyen terme? Vas-y, Alexandre. Ben, c'est sûr que on est quand même optimiste que les choses changent. On voit qu'il une certaine volonté politique, une volonté du terrain aussi, qui se fait ressentir, en tout cas chez Sportaid, puis qui fait que les gens sont mobilisés, ils veulent changer. Fait que de ce côté-là, on est très optimiste, mais c'est sûr que c'est quand même difficile à faire diminuer. On n'est pas. Sylvain, il dit souvent qu'il aimerait ça que notre ligne d'écoute, il y ait personne qui appelle parce que tous les problèmes vont être réglés. Mais, tu sais, on sait que c'est impossible, on sait qu'on ne réussira pas, mais on sait par exemple qu'on est capable aussi d'avoir un certain impact. Fait à court terme, c'est certain on est assez optimiste, on voit les choses changer, puis on se dit que oui, on pourrait peut-être être capable d'avoir un impact pour essayer de diminuer les expériences négatives en contexte sportif. Puis ben, à long terme, ça va être encore mieux, on espère, hein. Mais en effet, on n'est pas complètement idéaliste pour dire qu'il va y avoir un zéro, là. Sylvain, Puis, travaillez-vous actuellement pour que ce soit une formation qui soit obligatoire dans la formation des entraîneurs? Parce que je sais qu'il y a plein d'organismes à travers le Canada qui tentent de faire ça, mais d'un point de vue québécois, là, il me semble que ça devrait être un passage oublié pour tout intervenant, qu'il soit payé ou non, pour avoir une connaissance de base, puis des outils aussi, une boîte à outils un peu plus mmh. pleine. Ben, en fait, nous, j'aimerais pouvoir te dire qu'on peut obliger, mais on n'a pas ce pouvoir-là, parce que c'est un Non? pouvoir qui ne relève pas de nous, ça relève du ministère de l'Éducation, avec différents partenaires, avec Sport Québec notamment. Et une fois que j'ai dit ça, nous, c'est clair que, tu sais, on a créé quelque chose, on a lancé quelque chose, on n'a pas la prétention de dire que c'est un programme de formation. Peut-être qu'un jour, dans quelques années, on pourra avoir ces prétentions-là, mais pour le moment, nous, on est très heureux d'avoir lancé ces programmes d'accompagnement, de sensibilisation, parce qu'ils répondent à un besoin qui nous est exprimé par le terrain. Tu sais, nous, on ne se lève pas un matin avec une baguette magique, puis on dit ah, qu'est-ce qu'on pourrait créer aujourd'hui? Non, on n'est pas là du tout, du tout, mais la réalité fait qu'on est connecté au terrain. Les gens qui nous appellent sur le service d'écoute, les gens qui nous contactent, qui contactent les membres de notre équipe, expriment des besoins. Depuis presque 4 ans maintenant qu'on est présent d'une manière concrète sur le terrain, active, on entend, on voit des choses. Les gens nous expriment des besoins et s'inspirant aussi de ce qui existe un peu dans d'autres sphères de la société, ailleurs dans le monde, ben, on met les ingrédients dans le mélangeur, puis on arrive, là, cette fois-ci, c'est avec un programme qui est Cohésia. Je peux déjà dire qu'on travaille sur d'autres éléments pour continuer à accompagner la communauté sportive québécoise. Il y a des choses que nous allons lancer dans les prochains mois en collaboration avec différents partenaires, là, 3 partenaires dans le secteur privé qui vont nous permettre de réaliser des outils qui vont être très utiles pour la communauté sportive. Alors ça nous donne, puis bon, peut-être aussi pour
compléter sur la question précédente, à savoir si on est positif. Moi, je le suis, surtout quand je compare avec ce que l'on voit ailleurs. Pas plus tard que la semaine passée, il y avait une table d'experts là, à l'international, puis on présentait ce qui se fait ici au Québec. J'étais pas seul, là. Sylvie Parent présentait les choses qu'elle fait de son côté avec la chaire. Moi, j'ai eu le privilège de présenter ce que l'on fait chez nous. Puis, on s'aperçoit qu'on est dans un état d'avancement. Alors, c'est clair qu'il ne faut pas rester assis sur nos mains, encore plein de choses à faire, mais on est privilégié parce qu'il y a une volonté, il y a une mobilisation, puis les gens veulent que les choses continuent à s'améliorer, puis qu'on prenne bien soin de notre monde. Fait que moi, je suis extrêmement positif, puis à la base, l'autre élément qui me permet aussi qui nous permet d'être positif, c'est de savoir qu'il existe des outils ici, des recours ici. C'est pas partout comme ça sur la planète. Là, tu sais, nous, on a parlé de Sportaid, mais il y a une plateforme qui s'appelle sportbienêtre.ca qui est super pertinente pour la communauté sportive. Depuis le 1er février, là, dans une semaine, on va célébrer le premier anniversaire de l'implantation de la politique d'intégrité d'un officier indépendant aux plaintes. Et ça, tout ça, là, on n'a pas ça ailleurs. Là. Nous, on a ça. Alors, il y a encore beaucoup de besoins, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais moi, je demeure très, très, très positif. Les gars, sur quoi? Ben là, Sylvain, tu viens de me vendre la mèche un peu sur un projet qui est en cours et je ne sais pas si c'est le plus loin que tu peux aller. Je vais aller voir Alexandre, la journaliste en moi, va essayer de gratter avec Alexandre un peu. Alexandre, qu'est-ce que tu peux me dire de plus ou sinon, sur quoi d'autre est-ce que vous travaillez? C'est sûr que, ben, moi, personnellement, parce qu'on est super divisé chez Sportaid aussi, mais moi, personnellement, il y a un sujet qui me touche plus personnellement, puis sur lequel je veux travailler fort parce que, justement, les recherches ont montré qu'il y avait beaucoup d'impact. Mais moi, de mon bord, ce que j'essaie beaucoup de travailler ces temps-ci, c'est le développement des habiletés de vie, le développement des habiletés socio-émotionnelles. Fait que le développement des habiletés socio-émotionnelles ou les habiletés de vie, bon, c'est toutes les habiletés comme, par exemple, la gestion de la colère, la gestion des conflits, la gestion du stress, le leadership qui en fait partie aussi. Ouais. C'est en gros toutes des habiletés que, si on demandait à tout le monde, c'est quoi les habiletés dont vous avez besoin pour travailler dans votre travail au day-to-day? Ben, c'est le genre d'affaires qui vont nous dire les habiletés de communication, la façon de s'exprimer, le fait de gérer ses relations. Puis ça, en gros, c'est aussi montrer que si on prend ces habiletés-là puis on les développe chez nos jeunes, il y a tout d'un coup moins d'intimidation, moins de violence physique, moins de violence sexuelle, des meilleures notes aussi à l'école parce que ça se transfère facilement à l'école. Puis, ben, on voit un paquet de bénéfices qui est développé si on réussit à développer ces habiletés-là. Fait que moi, de mon bord, sur quoi que je travaille en ce moment, c'est vraiment sur le développement de ces habiletés-là, où qu'on essaie de savoir, ben, c'est quoi la meilleure façon dans le contexte sportif pour les développer, faire en sorte qu'on va chercher tous les bénéfices qui sont liés à ça. Puis je pense que de plus en plus, il y a un intérêt, un désir de vouloir arrêter de travailler en silo, de plutôt travailler main dans la main pour faire une belle grande chaîne qui, au final, va vraiment faire une différence. Donc effectivement, il y a le contexte du sport amateur, mais il y a le contexte aussi scolaire parce que plusieurs de ces jeunes-là sont en parascolaire. Après ça, on s'en va en civil. Donc je pense que c'est un travail collectif. Il y a encore du travail à faire, c'est ce que je comprends, mais effectivement, les initiatives que Sportaid a pris depuis 2014, je pense effectivement que vous avez fait un très, très grand travail. Messieurs, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci, Émilie. Merci beaucoup. Cette semaine, dans le segment Saviez-vous que, ben, la parole est à Richard Schofield, qui est président et chef de la direction pour le groupe Saint-Hubert, qui est partenaire majeur de la 55e finale des Jeux du Québec à Laval. Bonjour à tous. Savez-vous que Saint-Hubert est un partenaire majeur de la 55e finale des Jeux du Québec, Laval 2022? En effet, nous fournirons des denrées et des repas pour les athlètes et les bénévoles, en plus de transporter les dignitaires de nos voitures électriques, de promouvoir l'événement de nos salles à manger à travers la province et d'organiser des activités au village des athlètes. Nous sommes très fiers de nous associer au plus grand rassemblement multisport au Québec.
Plusieurs d'entre nous ont réellement pris conscience de la grande place qu'occupe le sport dans la vie des jeunes dans les derniers mois et à quel point que ça n'a pas été facile. Pour nous, ces jeunes sont le futur du Québec et il est important de les soutenir. Qui sait, nous pourrions certainement les accueillir dans nos restaurants sous peu, comme clients, mais surtout comme employés. D'ici là, je souhaite donc bonne chance à tous et j'ai vraiment très hâte de me promener sur les différents plateaux cet été. Merci à Richard Schofield, président et chef de la direction pour le groupe Saint-Hubert. Merci aussi à mes invités d'aujourd'hui, Sylvain Croteau et Alexandre Barry de chez SportAide. D'ailleurs, sportaide.ca, donc sportaide.ca, c'est le site Internet où vous allez pouvoir avoir toute l'information sur les différents programmes, entre autres Coésia, dont on a parlé aujourd'hui. Je vous rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur le rds.ca/balado-diffusion, également sur le iHeartRadio et différentes plateformes d'écoute. Merci à vous d'avoir été à l'écoute encore une fois et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de nos premiers podiums, là où on discute de sujets qui vont bien au-delà du sport.